Et les gars, Ouais. je trouve qu'on fait beaucoup trop de Jeff Lemire pendant nos émissions. Ah, c'est pas faux. J'ai une idée, ce serait qu'on regrouperait toute son actu dans une toute petite rubrique au début de chaque émission, et puis on appellerait ça le Mire Express. C'est là le bouilla, non? Bouilla. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce 55e épisode de Comics Outcast, l'émission Radio Kawa qui vous parle des comics et de leurs univers 2 fois par mois. Eric au micro, et autour de la table du studio de la buanderie, mes petits camarades sont là pour m'accompagner pendant cette heure de discussion et d'échange graphique. Et on va tout de suite leur dire bonjour. Bonjour Grégo. Bonjour Eric. Tu es responsable de cette blague? Oui. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? En ce moment, je lis Law, L-O-W, je rattrape mon retard dessus et c'est très très bon. Il me semble que c'était une des BD favorites de Joe. C'est ça, je crois. On va dire bonjour à Gaylor, comment ça va? Hello. Ça va? Bien, et toi? Bien. Qu'est-ce Et que toi? tu lis en ce moment? En ce moment, je lis Scarlet Witch. C'est Ah. la nouvelle série qui est sortie en même temps que le nouvel univers Marvel. Première série sur le personnage. Et c'est pas mal, ça se lit. Ça essaye de faire du Hawkeye avec des épisodes un petit peu décorrélés les uns des autres, mais avec une trame de fond. T'as dit Mais ok, c'est pas tu aussi bien. m'intéresses. T'as dit ok, tu Mais m'intéresses. c'est pas aussi bien. Ah, tout de suite le spoil. Et enfin, vous allez entendre une toute nouvelle voix. C'est une nouvelle chroniqueuse autour de cette table. Elle s'appelle Eva. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien. Sois la bienvenue. Merci. Et comme tout le monde, je vais te demander. Alors en ce moment, je suis dans une période zombie puisque je rattrape mon retard sur la série iZombie et sur le comics Tony Chu. Effectivement, on a déjà parlé ici. Encore une fois, bienvenue. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices t'accueilleront de la même façon que nous, c'est-à-dire avec du retard. Et... Non, je rigole. Dernière personne autour de la table et pas moins importante, c'est Adrien. Adrien, notre réalisateur fétiche. Exactement, mais pas... Oui, fétiche, voilà. Alors, aujourd'hui, on a un programme assez sympathique pour vous, j'ai envie de dire comme toutes les 2 semaines. Hein. Dans les revues, on va joindre les fous du volant de votre enfance dans une version hardcore qui s'appelle Wacky Raceland. On va discuter ensemble d'un groupe de jeunes qui se retrouvent plongés malgré eux dans l'univers des super-héros dans un comics qui s'appelle Plutona. Et enfin de la nouvelle Black Widow racontée par Mark Waid que vous connaissez sans doute, parce qu'on en a parlé beaucoup ici. Ensuite, dans la deuxième partie de l'émission, on vous présentera We 3, un comics que je n'ai pas lu, je suis désolé. Et enfin, le point animation DC Comics sera avec Batman Unlimited, Max vs Mutants. Des remarques, des bisous, ça se passe sur le site de Radio Kawa, rubrique Culture et Art, dans la section des commentaires en bas de chaque épisode, mais bien en bas, n'hésitez pas à scroller down. Voilà, ça c'est pour les gens qui n'aiment pas que je mette des Ça, c'est pour Ben, ça, ouais. Vous y retrouvez aussi toutes les informations concernant les titres dont on a parlé. On est également sur Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à nous contacter par ces billets. Tout le monde est prêt? Yeah. Ready. Comics Outcast numéro 55, c'est parti. Première partie de l'émission, les revues. Nous prenons 3 comics, nous lisons les 3 premières sorties et on en discute ensemble pour la première fois pour vous devant le micro. Premier comics de cette semaine, c'est notre nouvelle recrue qui va en parler. Il s'agit donc de Plutona, un comics de chez Image. Attends, notre nouvelle recrue s'appelle Plutona? C'est ça que tu viens de Non, dire? Eva, c'est notre recrue qui va en parler. Sorti chez Image et donc écrit par un certain Jeff Lemire. Jeff, je sais connais pas pas. trop. Tu peux nous présenter un peu la série, Eva? Un petit nouveau, comme moi. Donc c'est une série en 5 issues qui est sortie de septembre 2015 à juin 2016 chez Image. D'accord. C'est une série qui est terminée. Et donc scénarisée et dessinée par Jeff Lemire et Emile Lennox. Ils ont tous les deux casquettes sur la série. Jeff Lemire, donc je présente pas, hein, c'est pas la peine. Emile Lennox, on la connaît pas trop en France en fait, mais aux États-Unis elle est connue pour Amy Town, qui est son journal intime qu'elle a diffusé sur internet et ensuite qui a été publié chez Image. Et à la couleur, on a Jordi Belair qui a travaillé sur The Autumn Lands, sur Pretty Deadly et aussi sur Moon Knight et sur plein d'autres trucs. Voilà. Un agenda chargé. C'est Elle ça, tout à fait. Un bon gros CV. Donc Plutona, c'est pour vous resituer le cadre, c'est un monde où les super-héros existent. C'est un monde assez contemporain où on suit 5 gamins
qui ont tous à peu près le même âge, sauf un qui est un petit peu plus jeune. On a d'abord Teddy, qui est un grand fan de super-héros, un gros geek qui passe son temps à chercher des infos sur les super-héros dans les journaux, à la télé, qui guette des apparitions de ses super-héros préférés et qui est très isolé, donc qui a très peu d'amis. On a Diane, qui est la bonne copine du groupe, qui a tendance à dire oui à tout le monde, qui est souvent donc avec sa meilleure amie Millie, qui est elle la jeune fille rebelle et qui est présentée un peu comme l'héroïne de la série. On a Ray, le bad guy, qui a une vie un peu difficile. Il vit avec son père qui est alcoolique et donc il passe son temps lui pour se venger à persécuter les autres gamins. Et puis enfin Mike, le petit frère de Millie, qui suit un peu tout le monde et qui est malmené par sa grande sœur, un classique également. Voilà. Donc on se retrouve avec ces 5 gamins-là à la sortie de l'école et jusqu'au moment où Mike s'éloigne un peu du groupe et où les autres partent à sa recherche et s'enfoncent dans les bois et découvrent le corps de Plutona, une grande super-héroïne adulée par le monde entier, le corps de Plutona sans vie. À partir de ce moment-là, les gamins vont commencer à se demander que fait-on ? Est-ce qu'on prévient la police ? Est-ce qu'on essaye de la cacher ? Est-ce qu'on révèle ça au monde ? Voilà. Et donc, à partir de là, les différents personnages et leurs caractères vont se révéler. Et on va en apprendre un peu plus sur chacun. Parallèlement, on suit la vie de Plutona, qui est donc cette grande super-héroïne et qui est également mère de famille. Qui a une vie pas très facile visiblement, puisque dans les parties qui lui sont consacrées, on voit qu'elle a du mal à gérer sa double vie et qu'elle a très peu de temps pour s'occuper de sa fille, puisqu'elle est rattrapée par les devoirs qu'elle a en tant que super-héroïne, et donc elle a du mal à jongler avec les deux. Et donc on a l'alternance des deux comme ça. Alors c'est au niveau du scénario, c'est assez classique sur plein d'aspects. On retrouve plein de choses qu'on voit dans plein de séries, dans plein de films qu'on connaît. Ça fait penser à Stranger Things, pour ceux qui l'ont vu récemment. Ça fait penser... qui n'a pas vu ? Ça fait penser au Club des 5 aussi parfois, pour le côté très gentil de la série. Ça fait penser au film de Spielberg. Il y a un petit côté E.T. des fois... Alors ils sont un petit peu plus pervers que les enfants des séries de Spielberg. Ils sont ouais, mais au départ... C'est des enfants au départ, dans ils ont l'air l'univers de assez Jeff innocents. Lemire. C'est ça. Après, c'est des personnages qui sont assez caricaturaux, mais en même temps qui vont évoluer au fur et à mesure de la série. Finalement, c'est quand même assez proche de la réalité, je trouve, parce que on a tous croisé des gamins comme ça quand on était au collège ou en primaire. Vous avez peut-être été parmi... oui, j'étais à l'école. Vous avez peut-être été comme l'un de ces 5 enfants à l'école. C'est vrai qu'ils sont très très marqués. Moi, j'étais celui qui était tout le temps sur sa Game Boy. Voilà. Moi, j'étais un peu plusieurs d'eux. J'étais un peu une victime et un tortionnaire et en même temps un gros nerd. Je faisais les trois en même temps, c'est trop bien. Donc du coup, ça paraît assez crédible en fait, ce qui est présenté dans les échanges. Voilà. Et dans les dessins, il y a un vrai contraste qui est assez intéressant. C'est qu'on a donc les parties où on suit les 5 gamins qui sont dessinés par Emile Lennox, avec un côté très enfantin, et puis les parties colorées, ronds, ouais. Exactement, et les parties où on suit Plutona qui sont dessinées par Lemire, et là on a le côté un peu tordu, un peu cassé du personnage qui ressort très bien avec les dessins. Voilà, et donc c'est une série qui aborde des thèmes super intéressants, super classiques, de manière assez légère quand même. C'est pas non plus très profond, ouais, c'est pas trop dramatique. Mais voilà, sur l'héroïsme, sur le fait de grandir, sur voilà ce genre de thème. Et il y a une fin qui est très très surprenante. Et ça t'a plu tu recommanderais? Ouais, je recommanderais. Ouais. On va demander l'avis des 2 autres chroniqueurs. On va commencer par Grégo. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que notre Lemire Mania peut s'appliquer également sur ce titre? Alors justement, Lemire, parlons-en, puisque c'est un des auteurs que j'ai peut-être le plus lu récemment. Et je crois que je suis l'un des seuls à ne pas avoir aimé Trillium, par exemple. Donc, quand j'aborde du Lemire, j'ai encore cette objectivité, je pense, qui peut me dire, je peux très bien ne pas aimer. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment une réussite, je trouve. On rentre tout de suite dans l'histoire. Le mix personnage adolescent, qu'on est un peu habitué de voir, mais ça marche tout le temps. C'est une petite alchimie qui fonctionne bien. Mélangé avec un univers de super-héros, ça passe tout seul, quoi. J'ai dévoré les 3 premières issues
d'un coup, je vais continuer après là, les 4-5. Et surtout, je sortais de Wacky Raceland, là, dont on parlera tout à l'heure. et j'ai eu vraiment comme une sorte d'apaisement justement après ça. En ouvrant les 2 premières pages, il y a vraiment quelque chose de très cinématographique dans les 2 premières pages. On voit en fait juste des morceaux du corps de Plutona. Ouais. J'allais dire Nia, mais c'est Plutona. Et il y a un aspect posé, puis ça finit par un plan large du paysage où on estime qu'elle est. Et je me suis arrêté sur ces 2 planches et j'ai fait waouh, ça c'est bien. Et après, du coup, t'enchaînes la lecture et ouais, c'est vraiment bien fait, vraiment bien construit. Et toi, Gaylor, pardon, excuse-moi, tu voulais ajouter quelque chose ? Seul petit reproche, j'ai quand même noté un reproche. Je trouve que le cliffhanger du 2 et le cliffhanger du 3 sont à 5 minutes d'intervalle par le jeu de flashback, etc. Et ça, c'est un procédé que je ne valide pas trop. Mais bon, c'est un peu facile, c'est un peu facile. Gaylor, toi, ton avis, est-ce que pareil, t'as été touché par le fait que ce soit écrit par Lemire ou Lemire et Lennox d'ailleurs, parce qu'ils sont 2, ou pas ? Alors j'ai beaucoup aimé. C'est pas mon préféré de Lemire, mais comme on le disait, c'est juste 5 chapitres, mais ça brasse beaucoup de thèmes adolescents. Ça parle de cette découverte d'une super-héroïne, et puis moi j'ai beaucoup aimé des détails comme par exemple dans le dessin les yeux très ronds, très, très ouverts, très bien représentés des enfants. Les couleurs sont pas criardes, elles sont bien comme il faut. C'est vraiment t'es dans un comics Lemire où tu te laisses transporter, et les couleurs t'accompagnent aussi. J'ai bien aimé on sent que Lemire a encore une fois bien compris le thème qu'il aborde, en l'occurrence la préadolescence, adolescence, et on le voit dans le rapport avec les ados. Il y a beaucoup de mesquinerie, beaucoup de petits coups de voilà. Et non, pour moi c'était très bien. Je regrette peut-être que ça ne dure que 5 chapitres. Ça va très très vite, peut-être trop. Et malgré ça, avec les pages supplémentaires dessinées et écrites par Lemire, on rentre quand même il y a quand même un jeu de construction où le lecteur remet à l'endroit les pièces qu'on lui offre. Mais bon, il y a juste 2-3 pièces. C'est peut-être juste ce que je reproche. Mais c'est une belle découverte, et ça se lit très très vite. Et si vous aimez Lemire, vous aimerez normalement Plutona. En ce qui me concerne, j'ai pas lu jusqu'à la fin, mais je me dis que ça peut faire des bases pour un univers plus étendu. C'est-à-dire que on voit des super méchants. On voit, il y a 5 personnages qui ont quand même un passé assez riche. On prend le temps d'expliquer leur vie, leur vie actuelle. Je me dis que ça pourrait peut-être mener à quelque chose d'un peu plus riche. Ouais. Il en a pas été question pour l'instant, mais par contre les droits ciné ont déjà été achetés. Ah bah tiens, voilà, ça c'est fait. Ah bah tiens, je sais pas pourquoi je faisais surpris du tout. Mais je sais plus quel autre artiste, je crois que c'est Millard, dès qu'il annonce qu'il va écrire quelque chose, ses droits sont achetés avant même que quoi que ce soit ne soit publié, non ? C'est pas lui ? C'est lui, oui. Son Millard Ward est très connecté au cinéma. Enfin, il a cette double casquette. Il est à la fois scénariste maintenant et négociant, intermittent. Je sais pas comment il fait, mais c'est comme s'il se virait lui-même. Il est des 2 côtés de la table quand il prend des décisions, quoi. C'est ça, ouais. Donc il n'y a aucun arbitre. C'est très très bien. Merci pour cette première revue, Eva. On va passer à la seconde. On va parler de Black Widow, okay, avec Gaylor. Oui. On vient de le décider maintenant. Voilà. Ouais, pas de souci. J'espère que tu as le temps de le lire dans les 20 secondes qui vont. Non, je donc c'est écrit également par deux auteurs, l'un à la fois Mark Waid et Chris Samney, ou Samney, je ne sais pas comment se prononce son nom, qui est moche. Son nom ou Non, son nom, je sais pas à quoi il ressemble. Mais voilà, donc c'est une série qui a commencé en mai de cette année, au printemps. C'est évidemment une série Marvel Comics, hein, et c'est la 2e série Black Widow depuis Avengers X-Men, donc depuis l'ancien reboot. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, il y a eu une série au moment de Marvel Now qu'on avait chroniqué avec Lucille de Phil Noto, il me semble. C'est ça. Et là, c'est la 2e, c'est la nouvelle Black Widow qui fait partie de ce nouvel univers Marvel tout beau, tout frais. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Eh bien, Black Widow, qu'est-ce qu'on connaît de Black Widow ? Donc, c'est une espionne russe. Enfin, c'est une Avengers maintenant. Elle est régulièrement dans des aventures très mainstream, dans tous les groupes de super-héros qu'elle peut côtoyer. Et quand elle n'est pas dans ces groupes-là, généralement, elle est dans des aventures solo. Là, c'est actuellement c'est la V6. Elle a connu 6 autres mini-séries qui variaient de
3 numéros pour la première. La dernière de Finnoto est arrivée jusqu'à 20 numéros. Ah oui, quand même. Donc, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, c'est ça, presque 2 ans. Et voilà, généralement, c'est des séries qui explorent son passé, généralement, qui s'attardent sur le côté, c'est une espionne russe, donc sur son passé d'espionne russe qui la rattrape. Et là, en l'occurrence, ça ne loupe pas. On est dans une ambiance un peu moins guerre froide, je trouve. On est un peu plus dans un truc à la Jason Bourne. Elle peut pas non plus avoir 90 ans, hein, donc au bout d'un moment, la guerre froide. Oui, mais elle fait partie de ces personnages Marvel à qui on suppose qu'elle est très très vieille parce qu'on lui injecte un sérum un peu à la Winter Soldier ou Nick Fury, tu vois, tout ça. Et oui, voilà, donc elle connaît tous les secrets de la Russie, tout ça machin, et forcément, elle est. C'est Wikipédia, quoi. Et Black Wikipédia. Et je crois qu'on retire le titre de l'autre épisode. Et donc, dans cette série, qu'est-ce qui se passe ? Mark Waid et Chris Samnee, j'ai oublié de le préciser, c'est eux qui ont, avant le gros relaunch Marvel, c'est eux qui ont scénarisé la série Daredevil. D'accord. J'ai bien prononcé ou pas ? Oui, c'est bon, c'est 10 sur 10. Ah, super. Et c'est eux qui avaient relancé ce personnage qui était un petit peu malmené depuis que Bendis et Brubaker et Andy Giggle avaient mis la main dessus. Enfin, c'est devenu quelque chose de très très sombre. Et ce qui était bien avec ce run, c'était que Daredevil redevenait un personnage un peu plus léger, un peu plus coloré, avec des ennemis un peu plus... c'était un peu moins le côté mafia, Hell's Kitchen, les rues sombres, machin. Des fois, il y avait le Silver Surfer qui s'invitait dans les aventures. Enfin, tu vois, c'était un petit peu plus décalé. C'était un peu plus léger, voilà. Ça restait très grave à certains moments, mais voilà, c'était léger. Et du coup, j'avais envie de lire cette série pour justement voir ce qu'allait faire le même duo, qui à la fois, ils sont tous les deux crédités comme storytellers. Et Chris Samnee comme le dessinateur unique de la série. Et j'avais envie de voir ce qu'ils allaient faire sur Black Widow, s'ils allaient justement faire comme Daredevil et partir sur de nouvelles bases et je sais pas, la mettre chez les Incas ou en Égypte. Enfin, on sait pas, tu vois, on sait pas. Là, ils ont des pouvoirs. Chez les Picaros. Ça aurait fait super. Mais voilà, par exemple, Daredevil est parti à San Francisco, pareil, grâce à ce duo, et il a vécu des aventures pas mal. Et là, en fait, voilà, on se retrouve dans un truc un peu plus, comme je disais juste avant, un peu à la Jason Bourne, avec un premier chapitre qui va vraiment à 100 à l'heure. C'est uniquement en 20 pages, c'est Black Widow qui est dans l'île porteur du Shield et qui s'enfuit. Et qui essaye de s'enfuir et de redevenir anonyme. Et voilà, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment ça se passe. Et je trouve que c'est une très très belle entrée en matière parce que Chris Samnee fait des planches vraiment absolument, je trouve, ébouriffantes. Et il maîtrise vraiment le dynamisme, les mouvements de ses personnages quand ils se battent et tout. C'est vraiment très très impressionnant. Et voilà, elle parle de l'île Porter, elle se jette dans le vide et puis après elle se fait rattraper par les agents du Shield, elle leur pique leur bagnole ou leur jetpack, et puis elle prend une moto. Enfin voilà, c'est comme un chat qui retourne toujours sur ses pattes. Ça va à 100 à l'heure et voilà. Et après, deuxième chapitre, enfin des 3 chapitres qu'on a lus, c'est 3 moments clés de cette évasion, enquête et tout. Et deuxième chapitre revient un petit peu en arrière où on voit que Black Widow se fait entre guillemets complètement, j'ai le mot en anglais mais pas en français, blackmail. Un corbeau elle se fait du chantage. Chanter, voilà, un maître chanteur. Ils lui mettent du chantage dans la tête, voilà. C'est pas bien. Tiens, en gros voilà, c'est ça. On a des dossiers on est sur tellement toi. détestable. Oh mon Dieu. On a des dossiers sur toi et si tu fais pas ce que je te dis, ces dossiers vont sortir dans la presse. Enfin le coup classique quoi qu'on fait à une ex-espionne russe et elle dit bon d'accord, je vais vous obéir, nouveau patron. Je marche. Et voilà, donc ça explique la course-poursuite dans les bureaux du Shield où tout le monde lui dit, où elle est considérée comme le nouvel ennemi public numéro 1. Et en 3 chapitres, il n'y a pas grand chose à raconter parce que ça va excessivement vite. On voit que quelque chose se met en place et que comme on a l'habitude avec ce duo, ça va prendre une bonne dizaine de chapitres pour vraiment placer tous les personnages et en tant que lecteur se dire ah ok voilà, ça a commencé là, ce flashback là ça veut dire ça, ok, et ça roule tranquille. Donc c'est peut-être pas un titre pour Adrien qui aime bien que les choses soient bien posées dès le départ, mais ça reste très agréable à lire. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je regarde mes notes très brièvement. Oui, elle a une très jolie coupe carrée, Black Widow. C'est nouveau, voilà. Je trouve que voilà, ils se sont peut-être dit on peut pas faire des folies comme on a fait avec Daredevil, donc on va essayer de faire un truc un peu plus esthétique et on va lui faire une jolie coupe. Elle a une jolie frange. C'est peut-être aussi plus facile à dessiner. C'est peut-être ça, ouais. je trouve que ça accentue le côté cartoon de Chris Samnee qui.
Enfin voilà, d'avoir cette coupe un peu Playmobil, mais ça lui va bien. Et mon portable vient de s'éteindre. J'avais une dernière note. Qui regarde scène blond, oui, voilà, il y a un méchant qui fait son apparition qui s'appelle Weeping Lion. À part pleurer, et c'est vraiment, il fait que ça, il y a 2-3 coups qui sont déjà sortis au levant en train de pleurer. C'est très esthétique, mais à part avoir un dossier sous le bras et dire je suis ton maître chanteur, voilà, c'est pas très très fou au niveau des ennemis pour l'instant. Ça sera pas aussi percutant que Daredevil, c'est le sentiment que j'ai, donc je suis un petit peu déçu parce que forcément je me mets à comparer avec Daredevil, mais en soi c'est un titre assez cool. Je continuerai. D'accord. Voilà. Je vais demander son avis à Eva. Toi, est-ce que... là, juste avant, on a parlé d'un comics qui était un peu riche en histoire. Là, c'est plus riche en images, en termes de bulles, tout ça, c'est très très évasif. Tout est dans l'action. Est-ce que c'est le genre de trucs qui te plaisent quand tu lis un comics ou pas ? Moi, j'ai adoré. J'ai mangé les 6 d'un coup. J'ai trouvé ça hyper prenant. Alors effectivement, la première issue, c'est un film de Jason Bourne à elle toute seule, quoi. C'est vraiment dingue. J'ai trouvé que je trouve pas l'histoire si pauvre dans le sens où il y a plein de retournements de situation, de rebondissements. Enfin, ça va très très vite effectivement, mais on sent qu'il y a plein de choses derrière qui vont se passer. Alors, je trouve pas ça pauvre, hein. C'est juste que comme je te dis, j'avais l'impression que ça va prendre vraiment beaucoup de temps avant de se mettre en place. Pour poser et tout. Ouais. Et après au niveau dessin, je trouve ça complètement dingue. Enfin, là c'est vraiment le dessin que j'adore. Au niveau de la mise en page, c'est hyper dynamique. Il y a des scènes de course-poursuite qui sont hallucinantes, qui sont vraiment très très belles. J'adore sa petite coupe au carré avec sa frange, ça lui va très très bien. Et il y a des pages, il y a une page en fait où on la voit, elle est en train de combattre en arrière-plan, en avant on voit des silhouettes d'ailes rouges en train de danser, et au premier plan on voit un corps en bas comme ça, et c'est juste magnifique. Enfin, c'est vraiment moi j'ai adoré, j'attends la suite. Et toi, Grégo, est-ce que ça t'a aussi touché de la même façon, ou est-ce que c'est un personnage que t'aimes pas et du coup Alors, je vais être plus mesuré. Justement, Black Widow, ça fait partie des personnages qui m'intéressent pas parce que j'ai énormément de mal à m'intéresser aux personnages qui n'ont pas de pouvoir dans les bandes super-héroïques. Je sais, c'est un peu... C'est l'élitisme, là. Exactement. Même de l'eugénisme, presque. Oui, on est limite dans l'eugénisme, quoi. Enfin bref, du coup, je me suis dit, allons-y. Déjà, Black Widow, je sais pas comment elle était avant, mais maintenant, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de mal à se sortir de l'image qu'elle a dans les films, à savoir agent du Shield. C'est pas le souvenir que j'avais d'elle d'avant le MCU. Tu veux dire vraiment un genre solo Oui, voilà, en fait, j'ai l'impression de prendre un arc qui peut se positionner clairement dans la MCU, suite du MCU et de la logique Avengers et compagnie. Je pense que c'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est clairement pour que n'importe qui retrouve ses marques. Est-ce que c'est bien ou mal Ça leur rend un peu plus mainstream du coup. Voilà, c'est ça. Du coup, un personnage qui n'a pas de pouvoir, on va quand même suivre. Jason Bourne, il y a clairement du Jason Bourne dedans. Mais après, j'ai des problèmes quand dans l'histoire, elle se met à sauter d'une fenêtre de l'hélicarrier sans parachute, sans plan B, et elle se dit j'improviserai pendant ma chute, ce qu'elle fait très bien d'ailleurs. Mais j'ai beaucoup de mal avec les chutes de 2000 mètres. Il y avait la même il n'y a pas longtemps dans Batman pour le New 52 là, t'as Batman qui chute, alors c'est un cliffhanger, on se dit il va sûrement mourir, alors une chute, non, il se rattrape à une statue. Alors ne vous rattrapez pas des statues, vous risquez de l'abîmer en mourant déjà, mais ça ne marche pas. Et donc là, ça m'a un peu gêné, c'est un peu dès le début, donc ça m'a un peu freiné sur cette première issue parce que j'ai eu du mal à vraiment accrocher à l'histoire. C'était pas crédible pour toi ? Voilà. Pour moi, pas de pouvoir, il faut du réalisme derrière. Donc les gens ils sont mal tout le temps en fait. Voilà, c'est ça quoi. Il faut qu'elle soit blessée. Enfin bref. Cela dit, c'est vraiment très très bien dessiné. C'est super bien mis en page. Les séquences d'action sont vraiment top. Donc là-dessus, pour moi, c'est vraiment une réussite. La première issue se termine. Il y a eu que de l'action. Donc en fait, j'ai dit c'est cool. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus cool que c'est vachement intéressant par rapport à ce dont je vais parler après, Wacky Raceland. Et aussi par rapport à ce qu'on a vu aussi avant avec Plutona, c'est vraiment 3 façons différentes de raconter des histoires. Et voilà. Et à la fin de cette première issue, je me suis dit ok, c'était cool. Est-ce que j'ai envie de continuer ? Pas vraiment. Donc j'ai continué parce que on devait en lire 3, mais de moi-même, je pense pas que j'aurais continué après. En plus, le cliff était assez pauvre à la fin. Voilà. Et à la fin de la 3e issue, par contre, le cliff est un peu intéressant. Donc je jetterai peut-être un œil à la suite.
Donc ça a quand même un petit peu éveillé ta curiosité Ça a pour un éveillé ma personnage que curiosité. tu n'apprécies pas forcément. Donc ça veut dire que est-ce que le pari est réussi pour les auteurs? Non, me concerne pas pas. acheté si c'était pas pour l'émission. Voilà, clairement. Par contre, niveau dessin, c'est une vraie réussite, ça c'est sûr. Moi, pour rejoindre un petit peu Greg, je l'ai clairement lu parce que c'était ce duo et que je l'ai kiffé sur Daredevil. Si ça avait été quelqu'un d'autre, je sais pas. Je suis pas trop fan de Black Widow, mais voilà. Quand tu kiffes un duo, enfin là il se trouve que c'est exactement le même duo qui a officié sur un personnage que j'adore, donc je suis ils auraient pu faire Black Widow, ils auraient pu faire, je sais pas, un autre perso que je déteste chez Marvel, ils auraient pu faire du Deadpool, tu vois, que je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan. Pas là. Oui, bah voilà, j'en profite. Et j'aurais lu Deadpool, tu vois. D'accord. Donc je lis pas Deadpool. Ouais. Après, c'est en effet la façon dont l'histoire est racontée. Là, ils ont fait un parti pris qui est action. Ouais. Et ils distillent un petit cliffhanger à la fin. Ça peut marcher, hein, c'est pas désagréable non plus. Hein. Je rappelle juste que on choisit nos comics, c'est un peu souvent à la couverture, un peu comme n'importe qui rentrerait dans une librairie. Tu regardes la couverture, ça dit quelque chose, tu vois le nom de l'auteur, tu l'aimes bien donc tu l'achètes. Ou alors un parti pris qui retourne un personnage sur sa tête. Tu peux aussi donc c'est un peu comme ça que nous on choisit nos comics. Des fois, enfin vous l'avez entendu à plusieurs reprises, il y a des choses qui sont très surprenantes dans le mauvais sens, c'est-à-dire que ça avait l'air bien mais en fait c'était de la bouse. Mais là je crois que cette semaine, pardon Adrien. Ouais, je voulais juste rebondir sur ce que disait tout à l'heure Gaylor en disant que potentiellement ça pouvait ne pas me plaire parce qu'il y aurait peu d'histoire distillée dans le truc. En fait, c'est pas tant ça d'ailleurs. Arrêtez de m'embêter sur ça maintenant. Je vais mentir là. Non, en fait, là, comme vous me le racontez, j'ai l'impression que vous pitchez un petit peu comme Moon Knight de Warren Ellis. Ouais. Pas la dernière version, mais celle d'avant. Pas la version Lemire, mais celle d'avant. De Warren Ellis, qui est clairement en fait ultra portée sur l'action. Finalement, tu sais jamais trop. D'ailleurs, on s'en fout un peu de Moon Knight. Pourquoi les Moon Knight on parle même plus trop de Conju, etc. Et finalement, c'est juste énormément d'action. C'est des chroniques et c'est super bien mis en scène. Et moi, ça me suffit. Ce que j'aime pas, c'est l'épaisseur d'un scénario qui donne aucune réponse. Et ça, c'est très image, tu vois. C'est vrai. C'est quand t'es paumé en fait dans un espèce de on te dira plus tard, quoi, tu vois. Mais ça me dérange pas beaucoup d'action. Et là, tel que vous me le pitchez, ça me donne plutôt envie, au contraire. Mais je pense que ça te plairait, ouais. Je le disais uniquement ça pour t'embêter, Adrien, parce que je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Ok. Donc voilà. Troisième revue de cette semaine. Est-ce que vous vous rappelez des Fous du volant sur la 2 ? Ouais, complètement, samedi matin. C'était bien, hein. Ouais. Enfin, je sais pas si tout le monde appréciait. Enfin, moi, c'est un truc que je kiffais tout particulièrement. Et tout l'univers Hanna-Barbera. Mais oui, c'est. D'ailleurs, j'attends le crossover de jeux de combat. Mais quand on nous a proposé Wacky Raceland, je me suis dit, ça me fait penser à quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et ça ressemble beaucoup à Wacky Races, qui est donc le nom des Fous du volant en anglais. Je le sais. Puis j'ai mis les mains sur le premier numéro de Wacky Raceland et comme dans un Hanna-Barbera, ma mâchoire est tombée par terre avec la langue qui a roulé. Non, ça c'est plutôt Avery, mais c'est pas grave. Ouais. Tu serais pas en train de faire ma chronique là ? Si, mais j'étais sur le cul. Tout ça pour dire que, enfin, bon, on va en discuter. On ici. te demandera ce que t'en penseras après. Oui, bon, d'accord. Grégo, Les Fous du volant, Wacky Raceland, chez DC Comics, oui, c'est exact. Avec Warner et compagnie, écrit par Ken Pontac. Et illustré par Leonardo Manco. Oh, qu'est-ce que c'est bien dit. Alors c'est Leonardo Manco, enfin espagnol, portugais, je sais pas. Argentin. Ok. Donc vas-y, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus ? Alors, rappelez-vous, 1968. Wacky Races, ouais, les fous du volant. Et en fait, en me renseignant un peu sur la série, je me demande si nous, étant jeunes sur A2, on n'avait pas plus la suite qui était Satanas et Diabolo. Et en anglais, du coup, c'était Dastardly and Muttley and their Flying Machine. Donc c'était l'escadrille infernale qui poursuivait un pigeon. Je sais pas si ça vous parle. Ah oui, je me rappelle de tout. Parce qu'en fait, j'en ai des souvenirs 3, 7, assez abscons. Donc en faisant mes recherches, je me demande si on n'a pas plus connu ça que vraiment les vrais fous du volant. C'est toujours la course, enfin, même le deuxième truc. Ouais. C'est toujours la course, sauf que dans l'escadrille infernale, là, il poursuivait un pigeon voyageur, je crois. Ah ouais ? Mais c'était les mêmes ressorts comiques avec des machines J'ai plus le improbables. De la première, je crois, mais... Si je me souviens bien, il y avait les fous volants et les fous du volant. Non, c'est pas ça, c'était pas la fin. Peut-être que je sais pas. Bon, la prochaine fois, je travaillerai mieux ma chronique et on aura les réponses. Bref, toujours est-il que donc DC a décidé de sortir une série basée sur les fous du volant, donc Wacky Races, mais dans une ambiance post-apocalyptique
à la Mad Max, à la avec les guillemets. Et c'est là que tu vois que tout ton monde s'effondre. Donc là, tu te dis, mais super cool, super bonne idée, je vais m'empresser de lire ça extrêmement rapidement. Et donc, me voici en train de lire le premier numéro. Donc. Vas-y, continue. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, un apocalypse assez étrange, parce que selon les endroits du globe, il semble y avoir eu plusieurs choses. Certains endroits, ça a été un tsunami, d'autres une attaque de robots, de nanorobots, les nanites. Enfin bref, il y a eu vraiment des gros problèmes un peu partout. Bref, l'humanité semble avoir été plus ou moins éradiquée. Il n'y a plus que des mutants qui errent ici et là, des nanorobots, je l'ai dit. Et donc, apparaît là une sorte d'entité qui s'appelle The Announcer et qui apparemment souhaite organiser une course. Donc voilà, parce que c'est tout ce qu'on fait après l'apocalypse. Voilà. C'est bien connu. Enfin, moi perso, si j'étais Dieu ou quelque chose comme ça, je sais ce que je ferais, j'organiserais des grosses courses de fous. Donc il va essayer de trouver des survivants. Et puis il va leur offrir la possibilité bien souvent de les guérir parce qu'il les trouve en général en mauvaise posture. Et aussi d'arranger leur véhicule pour en faire un engin de course. Tout en donnant le véhicule d'une intelligence artificielle aussi. Ça vient dans le package. Voilà. Exactement. Donc on se retrouve là avec... alors s'ils sont comme dans la série originale, c'est a priori 23 personnages en train de faire une course dans des véhicules tous plus fous les uns que les autres. Quand tu dis 23, c'est pas 23 équipes, c'est 23 au 23 parce personnages. Qu'il y a certains véhicules dans lesquels ils sont nombreux. Donc, il y a ça exact. Aussi. Ouais. Donc voilà, donc la série commence, en fait, ils sont arrêtés dans une sorte de bar. Classiquement, ça tourne en bagarre. On a un petit flashback dans le premier épisode et en fait, l'épisode se termine. Et moi, je suis resté un peu sur ma faim, sur le premier issue, parce que finalement, j'ai pas eu l'action et le côté un peu loufoque que j'espérais trouver dans la série. En fait, ils ont donné une dimension très noire, très sombre, qui marche, mais on est quand même dans les fous du volant et on a envie que ça parte un peu dans tous les sens, quoi. Donc voilà, premier issue. Donc j'ai continué forcément puisque j'avais une chronique à faire sur les deux suivants, mais j'étais un peu déçu de la première issue. Et les deux suivantes, en fait, on se retrouve un peu dans le même schéma, quoi. On a, alors ils font tous la course ensemble. Alors on apprend que du coup ils doivent se sauver les uns les autres parce qu'ils doivent arriver tous ensemble à la fin de la course, parce que comme dit The Announcer, une course sans participants c'est pas drôle. Donc c'est pour ça qu'en fait qu'ils sauvent la mise les uns les autres. Et puis à chaque épisode il y a un danger. Alors un coup ça va être des sortes de vers des sables, après les nanorobots, le dernier c'est les mutants, je crois. Oui, ils sont agressés dans des mutants. Voilà. Et du coup en fait en 3 épisodes j'ai compris un peu le principe de la série. C'est un danger arrive, un ou deux personnages s'écartent et on va apprendre un peu leur origin story, il va y avoir des flashbacks sur eux, comment ils s'en sont arrivés à faire la course. Pendant ce temps-là, on s'est ponctué de scènes de bagarre ou de défense du reste de l'équipe face au danger de l'épisode, et puis à la fin il y en a un qui sauve la mise et voilà, l'épisode est terminé. J'ai pas du tout été convaincu par le comment dirais-je, par l'écriture en fait de la série. L'action pourrait être bien, mais c'est trop entrecoupé de flashbacks. Du coup, en fait, à chaque fois, on se retrouve devant une nouvelle situation où tu en vois 2-3 qui se battent. On sait pas trop pourquoi ils sont là, puisqu'il y a eu un flashback avant. C'est traité en 3 cases, mais même par moments, les cases sont assez difficiles à déchiffrer. En fait, et l'action, en fait, est surtout résolue case par case. On n'a pas vraiment, comme c'est le cas dans Black Widow à côté, où on a vraiment des belles planches avec un bel enchaînement d'action. Là, on a des cases qui sont par ailleurs très très belles. Si on les prend séparément, c'est vraiment du chouette travail, surtout au niveau des véhicules. Mais je trouve que sur l'ensemble, structurellement, ça tient difficilement. En fait, on est vite perdu dans l'action. À côté de ça, les flashbacks sont, je dirais, qu'est-ce qu'ils sont les flashbacks? Qui sont pas désintéressants. Après, on retombe dans des clichés, quoi. C'est comment ils en sont arrivés là, qu'est-ce qui s'est passé avant. Du coup, c'est très très sombre souvent. Et je me demande s'ils n'ont pas voulu faire un petit peu trop sombre et qu'ils n'ont pas perdu le côté fun des fous du volant que j'espérais retrouver du coup dans la série. En fait, au bout de 3 issues,
j'ai pas eu d'envie de voir plus loin. J'ai juste l'impression de voir une sorte de gros fan art, tu sais, un gros poster avec les fous du volant version Mad Max. Tu vois le poster, tu fais waouh, take my money, je veux le voir en BD. Et après tu le vois en BD, puis tu dis bah ouais, le poster suffisait parce qu'il a plus stimulé mon imagination que la BD derrière apporte des choses. Et du coup, tu recommandes ou pas? Je recommanderais de rester au fan art et de rester dans son imagination. Regardez ce qu'ils font. Mais les dessins sont vraiment très très beaux. Les véhicules sont bien traités. Il y a des superbes vignettes, des superbes cases. Je trouve que sur l'ensemble, ça se monte difficilement. Ça se tient difficilement. On va demander son avis à Eva. Est-ce que déjà toi t'as un côté nostalgie des fous du volant? Est-ce que ça t'intéresse encore en 2016? Alors moi j'avais beaucoup regardé à l'époque les fous du volant et j'en ai regardé là pour l'occasion justement. J'aurais dû le faire. Et j'ai trouvé ça aussi drôle qu'à l'époque, même s'il y a des choses qui m'ont choqué que j'avais pas vu quand j'étais plus petite. J'en reparlerai. Il y a des sous-tons. Ah si, dis-nous alors. Je vais le dire, ouais. Okay. Ouais. Par contre, donc c'est le premier comics que j'ai lu pour l'émission là et je me suis dit waouh, putain, ça démarre mal. Alors j'ai lu les 3 quand même. Bon, j'ai pas du tout adhéré. Je comprends pas. En fait, moi, ce que j'aime dans les faux du volant, c'est le côté hyper décalé et notamment de la voix off que j'adore dans le dessin animé et qu'on retrouve pas. Enfin, elle existe dans le comics, mais elle a aucun intérêt en fait, si ce n'est faire parler les personnages, mais c'est tout. Après, je trouve que tout est pompé sur tellement de choses que ça m'agace aussi. Enfin, Mad Max a toutes les cases. C'est exactement les mêmes voitures. Il y a des personnages qui sont accrochés à l'avant des voitures, sur des squelettes. Enfin, c'est vraiment comme dans Mad Max. Et il y a des personnages qui me plaisent pas non plus. Enfin, Satanas et Diabolo, j'aime pas leur nouvelle version. Cette espèce de beau gosse mais je comprends pas, avec des cheveux bleus et rouges, c'est ça, voilà, avec de beaux yeux bleus ou verts, je sais plus, mais il est pas, en plus il a même pas le côté insupportable du dessin animé qui est drôle quand même quoi. Et le côté gros loser aussi, on le retrouve pas. Et Diabolo sert à rien. Bon, il sert pas à grand chose dans le dessin animé, je suis d'accord, mais il sert à rien. On dirait un chien de Stephen King, voilà, qui est posé à côté. Le seul truc à la limite que j'ai trouvé cool, c'est Pénélope qui a un côté badass. C'est ça qui m'a choqué dans le dessin animé, pour tout vous dire. En fait, dans les Fous du volant à l'époque, Pénélope joli cœur. On la voit en fait que dans des moments où elle se fait les ongles, elle se fait des gommages, elle se sèche les cheveux, et en fait c'est que ça pendant tout le dessin animé, c'est assez flippant. Et j'avais un souvenir comme quoi je me dis ouais, c'est cool, ils ont mis une nana dans une course de voiture à l'époque, c'est pas, non en fait c'était juste pour la ridiculiser. En plus, c'était la seule nana quoi, c'est ça, voilà, la fête quoi. Donc à la limite, là où je voyais un peu de positif dans le comics, c'est sur le côté on raconte les histoires de chaque personnage comme ça en faisant des petits flashbacks, mais elles sont pas très très intéressantes. Donc au final c'est pas très très intéressant. Voilà, non, j'ai pas du tout été convaincue. En fait, je suis pas fan des dessins non plus. Voilà, c'était la totale. Il y a que les couleurs à la limite que je trouvais jolies, mais qui vont pas avec les moments de l'histoire, je trouve. Il y a plein de planches toutes rouges à des moments, mais c'est le présent, c'est le passé, c'est le futur, on sait plus trop. Voilà. C'était 8 qui jouait sur ça, les couleurs, pour illustrer la temporalité. Et toi, Grégo, pardon, tu voulais ajouter quelque chose? Alors oui, c'était ma chronique en fait. Non, je voulais rebondir sur. Égoïste. Je voulais rebondir sur ce que disait Eva. C'est vrai que j'ai pas trop parlé de Satanas et Diabolo, du coup, Dick Dastardly et Muttley. On s'attend à ce que le chien, il ait ce fameux rire là régulièrement. Ouais. Il l'a une fois, je crois, dans la première issue. Oui, on le voit. Ouais. On suppose qu'il fait un petit, je saurais pas le refaire, mais. Parce que je précise juste une chose. Donc même si c'est basé sur les Fous du volant,
oubliez les graphismes ronds, colorés de ce que vous avez connu à l'époque. Là, on parle de quelque chose de très très gritty, avec du sang, avec on parle de des Mad Max, quoi. voilà, avec des gens qui se font frapper, des gens qui meurent, des gens qui se font dévisager, ce genre de choses. Et donc le chien un peu rondelet qui marche sur ses deux pattes, bah là en fait c'est un chien bionique qui marche sur ses quatre pattes et qui ne parle pas. Enfin d'ailleurs dans le dessin animé non plus, mais Non, mais Par contre, les voitures parlent. Oui. Alors Ah oui, pourquoi on ne sait pas, mais elles parlent. Oui, d'ailleurs, elles parlent et elles sont pas très intéressantes non, Non, plus. pas Finalement, trop, non. on a du mal à. Je suis désolé parce que moi j'ai vraiment kiffé. Allez, vas-y, fais-nous ta chronique positive. Non mais pourquoi alors, c'est vrai que quand on m'a dit qu'il y avait OK Wrestling, je me suis dit bon bah c'est encore un truc à la Mon Petit Poney, c'est juste une version comics de ce qu'on connaît déjà. Et en réalité, dès qu'on ouvre la première page, on est très très loin de tout ça. Mais bon, c'est vrai que les dessins, moi, ils m'ont pas plu du tout. Ça m'a vraiment rebuté. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire parce que non seulement derrière les wall of text, il y a que de l'obscurité. On voit mal les dessins, on voit mal l'action, on comprend pas. Il y a une chier de personnages parce que bon, moi, je me rappelle que des 3-4 principaux, donc Pénélope, Satanas et Diabolo et j'ai oublié son nom en français, mais bon, le beau gosse quoi, enfin le héros, celui qui gagne d'ailleurs quasiment toutes les courses. Et eux, je les ai reconnus dans la foule, mais les autres, bah je me suis dit mais c'est qui déjà? Et donc j'ai pas eu le temps ni l'envie de refaire mon petit cours d'histoire pour voir qui c'était. Et quand on commence à voir les flashbacks, c'est vrai qu'ils sont assez décousus et un peu désordonnés. Je me suis dit, ils ont réussi à donner une profondeur à quelque chose qui n'en avait pas du tout à l'époque, c'est-à-dire que on s'en foutait de l'histoire et du passé des héros des foutus volants. On voulait juste savoir quel serait le grand plan de Satan et Diabolo, comment est-ce que les gentils réussiraient à passer outre, et voilà, le reste on s'en fichait. Et là, bizarrement, ils ont donné énormément de profondeur à Pénélope, qui pourtant dès le début apparaît comme une grosse connasse chiante, inintéressante et vraiment un peu vénale. Et derrière, on a, l'autre héros finalement, c'était Satanas, qui est un anti-héros en fait, présenté en tout cas dans le comics comme un anti-héros. Donc un mec qui se retrouve là pour plein de raisons, mais qui veut se sauver, qui veut sauver sa peau comme tous les autres. Donc même ceux qui sont moches, ceux qui sont gros, ceux qui sont sales, machin, ils sont là, ils ont été choisis pour pour les mêmes raisons, et ils se battent, ils concourent pour un avenir meilleur, et du coup ça dédramatise beaucoup des choses des choses dures qu'on aurait pu leur donner, et du coup ça les rend attendrissants. Pardon. Et du coup Satanas, on peut pas le détester dans le dessin animé, et ben là en fait on a envie de savoir déjà pourquoi est-ce qu'il est là-dedans, est-ce qu'il va s'en sortir. Pareil pour Pénélope, elle est super attachante, elle devient attachante quand on voit son histoire qui est atroce, elle est vraiment dure. Et voilà, en fait il faut oublier les fous du volant qu'on a connus dans notre époque et voir, ok, c'est pompé dans tous les sens, mais je trouve qu'ils ont quand même réussi à faire un truc assez sympa avec un matériel historique pauvre finalement, parce qu'il est dans nos cœurs, mais il est pas. Au final, personne ne peut raconter l'histoire des fous du volant. Mais ils ont réussi à donner de l'épaisseur à quelque chose qui n'en avait pas avant, mais qui est cher dans nos esprits, dans nos mémoires, quoi. Donc moi, je vais continuer la série. C'est une énorme surprise. Je suis même surpris moi-même d'aimer un truc comme ça, parce que les trucs Mad Max, j'en ai rien à faire. Mais là, pour le coup, franchement, donnez-leur leur chance, lisez les 2-3 premiers. Quand vous voyez les 2 flashbacks de Pénélope et de Satanas, vous verrez si ça vous plaît, parce que je pense que ça va rester dans ce mode un peu dramatico, rédemptionnisto, voilà. Et j'aime beaucoup l'annonceur qui est en fait Dieu et qui joue là-dessus. Ça me fait beaucoup plaisir. Voilà, désolé d'avoir fait votre revue. Merci pour cette revue. Donc si vous avez des choses à dire sur ce que vous avez lu, qu'on vous a recommandé, que vous n'avez pas apprécié, ou l'inverse des choses que vous avez découvert grâce à nous, faites-le sur Twitter, Facebook et sur le site de Radio Kawa, rubrique Culture et Art, dans les commentaires tout en bas. On lit vos commentaires, on y répond quand on a la réponse. On se retrouve dans un instant pour parler de Ruth et de Batman Unlimited. De retour dans la deuxième partie de Comics Outcast numéro 55, nous allons parler, c'est Grégo qui va nous présenter un comics qui est paru en français chez qui? Chez Panini. Chez Panini. C'est Panini quand ils avaient encore les licences Vertigo DC. Mais, donc c'est Vertigo aux États-Unis. Ça a peut-être été réédité par Urban Comics, je ne sais pas. Ouais, en 2012. D'accord, donc vous avez plusieurs versions. Toi, t'as l'édition Panini. J'ai l'édition Panini. Donc un comics de Grant Morrison et de Frank Quitely.
qui s'appelle We 3. C'est super dur à dire. On a pris que des titres difficiles à prononcer ce soir entre Wacky Raceland et We 3. Donc je dirais We 3 pour se faciliter un peu la vie. Attendez, je retrouve mes notes. Les voici. Il a un dossier gigantesque réparti sur la table. We 3, donc sorti en 2004. Donc quand j'ai su que je pouvais proposer des focus, j'ai tout de suite proposé celui-là parce que ça reste vraiment un de mes comics préférés. J'ai dû le découvrir, je crois, en 2007 ou 2008 et depuis je le relis régulièrement et je le conseille à peu près à tous les gens que je croise. Donc écrit par Grant Morrison. Donc normalement vous devez connaître, c'est un nom qui doit forcément vous parler. Si vous écoutez l'émission, vous devriez connaître. C'est pas du tout un rire sardonique genre. Si c'est votre première émission, faites comme si vous connaissiez quand vous entendez son nom. C'est un homme qui a beaucoup bossé chez DC depuis les années 80. Il a participé à beaucoup d'arcs, notamment All Star Superman, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça, on l'avait chroniqué aussi. Ouais. Il a fait du Batman, du Animal Man. Ouais, il était sur Batman Return of the Dark Knight, je crois. Oui, entre autres. Donc, il a fait déjà de grandes choses et souvent avec apparemment son compère Frank Quitely. Donc, ils sont tous les deux écossais. Donc, Frank Quitely, c'est pareil, beaucoup de dessins sur pas mal de choses. Il était aussi avec Morrison sur All Star Superman. Et donc, ils nous ont pondu We 3 en 2004. We 3, de quoi ça parle ? Ça parle de 3 animaux qui sont transformés par l'armée américaine en armes d'assassinat, puisque j'allais dire destruction, mais c'est plus des machines à tuer et à assassiner. Et au retour d'une mission successful, réussie. Oui. Au retour d'une mission réussie. On lit trop de VO en fait, c'est le problème. Décision est prise d'arrêter ce programme We 3 et de passer au We 4, donc qui est l'étape suivante, et donc d'euthanasier ces trois petites bêtes. Alors il faut savoir que ces 3 petites bêtes, ce sont un chien, un chat et un lapin. Des animaux de compagnie préférés des Français. Qui ont tous été, on suppose, kidnappés, puisqu'il y a des... Ils l'ont été, oui, parce que dans les couvertures en VO, c'est un comics en 3 issues. Ouais. Et chaque issue, tu as l'avis de recherche de machin, genre j'ai perdu mon chat, il a une tache brune sur machin, s'il vous plaît, appelez-moi ça, et voilà, tu as les 3 avis de recherche. Il y est aussi dans l'édition française. En tout cas, la Panini, il y est. Ouais. Je suppose qu'il doit être dans l'autre aussi. Okay. Et du coup, par ces petits avis de recherche, on comprend un petit peu l'histoire des animaux et ça crée pas mal de liens aussi avec eux. Donc, décision est prise de terminer le programme et donc d'euthanasier ces 3 pauvres bêtes. Mais le vétérinaire responsable du programme se refuse à les tuer parce qu'en plus, ils ont été dotés de facultés de communication. Ils parlent pas, mais presque. Ils sont capables de faire des phrases très simples. Oui. Et voilà. Et du coup, la vétérinaire refuse de les euthanasier, donc les laisse leur permet de s'enfuir en fait du centre de recherche. Et ça, c'est le point de départ de toute l'histoire, qui va être une sorte de road movie un peu ultra violent, dans la fuite éperdue des 3 animaux, poursuivis par l'armée et les soldats derrière eux, et puis plus tard le programme suivant, le We 4. Et voilà pour l'histoire, quoi. Et c'est un super récit, je trouve. Il y a beaucoup d'émotions en fait dedans. Le fait que ce soit 3 petits animaux, il y a beaucoup de culpabilité qui est mise sur l'être humain, sur sa faculté à produire des armes toujours plus destructrices, toujours plus puissantes, sans tenir compte de qui les porte, des aspects moraux de telles actions. Et du coup, il y a un vrai attachement avec les animaux, et tout au long de l'histoire, ça marche super bien. C'est construit comme un film, c'est découpé comme un film. Ça se dévore d'un trait. Moi, je me rappelle la première fois, j'avais fait exprès de m'arrêter parce que je me disais, c'est trop bien, je peux pas tout lire d'un trait, il m'en faut pour plus tard. Et voilà, j'en dis pas plus sur l'histoire parce qu'il y a vraiment une vraie émotion derrière. J'aurais pas envie de vous gâcher un peu la surprise. Côté dessin, je trouve que c'est vraiment une vraie réussite. Il y a un trait très réaliste qui colle super bien. Le design des animaux est top. Ils ont tous une sorte d'exosquelette un peu sphérique, en fait, assez intéressant, qui va un peu à l'encontre de ce qu'on peut voir d'habitude. Et
Et qu'est-ce que je disais sur les dessins ? Oui, il y a des planches absolument folles, des cases complètement tarées en fait alors ça, c'est parfois des scènes d'ultra-violence, des corps qui partent complètement déchiquetés sous l'impact des 3 animaux. Et c'est complètement mis en contraste avec l'aspect très mignon en fait à la base de ces animaux-là, mais ils sont capables de faire énormément de mal. Les planches sont vraiment impressionnantes dans le découpage. En fait, on arrive à voir quasiment chaque détail de chaque action, où va atterrir telle lame, parce que le chat, par exemple, il projette des lames très très vite et c'est assez difficile à décrire, mais c'est un travail assez impressionnant. Il y a la scène de l'évasion aussi, qui est vécue uniquement par les caméras de surveillance, qui est absolument bluffante, parce qu'en fait on voit toutes les caméras de surveillance une par une sur différents endroits, et on arrive à suivre tout ce qui se passe comme ça. Sans aucun dialogue. C'est vraiment, vraiment impressionnant au niveau du travail de la mise en scène, de la composition et de la structure de la bande dessinée. Quelques bonnes trouvailles dans la mise en place des scènes, quoi. Ouais, complètement, ouais. Il y a des choses. Je pense à 2 scènes, surtout le chien et le chat. Là, je pense que tous ceux qui ont lu le comics verront desquels je parle, qui sont vraiment bluffants et qui font marque dans mon esprit. Je me rappelle pas avoir retrouvé ça dans d'autres œuvres depuis. Gaylor, toi, est-ce que tu as aussi été touché par le même déjà les mises en place scénaristiques et également le côté est-ce qu'on devrait armer nos animaux de compagnie, genre de choses? Parce que c'est moi, je suis complètement acquis à la cause de ce comics. Enfin, aussi bien le scénario et le message que fait passer Grant Morrison que les planches, mais juste fabuleuses de Frank Kittley, qui, donc on l'a dit, à des pages où tu as des caméras de surveillance. Enfin, il te décrit l'action, c'est des planches de BD où tu n'as aucune bulle, aucun renseignement scénique ou quoi que ce soit, et tu comprends exactement ce qui est en train de se passer. Parfois, c'est des doubles pages magnifiques où tu as, par exemple, à un moment, tu as cette scène où tu as le chien, il me semble, qui traverse une camionnette remplie de soldats. Tu vois le chien à plusieurs endroits de la page. Et autour, tu vois plein de petits carrés qui décrivent au moment de l'impact ce qui se passe. Donc ça peut être, je sais pas, un rétroviseur qui éclate en plein de petits morceaux, l'œil d'un soldat qui est fissuré, un intestin qui vole. Enfin, il est très très doué. C'est un dessinateur très minutieux et il arrive à, je sais pas, j'ai jamais vu ça au niveau des textures en fait. Quand tu vois l'œil qui se crève, t'as vraiment l'impression que c'est un œil. Enfin, il dessine ça d'une certaine façon. C'est à la fois génial et gerbant. Et forcément, tu vois ça, t'as envie d'un film, quoi. C'est complètement fou. Et on parlait des exosquelettes. Et en fait, voilà, ils sont dans des exosquelettes, mais il y a juste leur tête qui dépasse. Et c'est à la fois brutal et mignon, parce que tu vois ces animaux. Ni l'un ni l'autre, c'est pas mignon du tout, c'est horrible. Là, je regarde, c'est dans les premières pages. Il y a des lapins qui se font exterminer, c'est trop triste. C'est trop triste. C'est mignon dans les regards justement des animaux qui sont tantôt apeurés, tantôt en colère, tantôt. Enfin voilà, c'est très viscéral comme récit. Et à côté de ça, tu as, c'est très drôle aussi parce que comme on parlait des interactions entre ces animaux qui se résument à 2-3 mots robotiques bredouillés. Et tu vois que le chat, il est jamais content. Alors voilà, en plus chacun a son caractère. Tu as le chien, c'est la force de frappe, genre c'est mitraillette, roquette, il envoie tout ce qu'il peut. Tu as le chat, il est plus en mode espionnage, infiltration. Et tu as le lapin qui est en mode j'envoie du gaz, des mines antipersonnelles. Mines antipersonnelles qu'il envoie comme s'il chiait des petites crottes. En fait, c'est des petites boules qu'il lâche comme ça sur son passage. C'est à la fois cruel, drôle. C'est vraiment très très réussi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Il y a quelques scènes aussi avec ça m'a fait marrer aussi au début du récit, tu vois qu'ils exploitent pas seulement les animaux en tant que soldats Terminator surhumains, mais aussi pour faire de la construction d'objets très rapides. Par exemple, ils emploient plein de petits rats. C'est ça qu'ils ont modifié génétiquement. T'en as un avec une tête de tournevis simplement pour. T'as les autres qui ramènent des plaques, t'as lui qui juste se contente d'assembler la fusée comme ça, point par point. Et puis à un moment, donc, ces animaux s'échappent et il y a cette panique. Les animaux, eux, veulent un petit peu entre guillemets vivre leur vie. Et les soldats qui veulent les poursuivre et qui envoient ces rats à leur poursuite, ça donne des scènes absolument gore, mais très, très graphiquement très très percutantes. C'est vraiment un très beau comics à ce niveau-là. Et toi, Eva, est-ce que
Comment formuler ça? La mignonceté de tes animaux de compagnie, de les voir se faire trucider par un auteur génial, et un auteur génial aussi. Est-ce que ça te fait du bien ou... Je te pose que des questions de merde. Alors, moi, je suis un petit peu ni oui ni non sur ce comics-là, parce que, alors, je suis d'accord avec quasiment tout ce que vous avez dit, dans le sens où l'idée de base est vraiment top, et ce que ça dénonce, je trouve ça fort et hyper intéressant sur les dérives du système, sur tous les travers de l'humain. Enfin, ça, c'est intéressant. Par contre, je trouve ça absolument pas mignon. Mais vraiment pas. Et je trouve ça vraiment hyper violent. Et alors, je fais partie de ces gens qui ne pleurent pas quand quelqu'un meurt dans un film, mais par contre, un animal, oui. Donc, j'ai trouvé ça assez horrible et ça m'était difficile à regarder parfois sur certaines planches. Après, je trouve que le dessin est hyper efficace. Trop, du coup, certainement. Le bémol que je mettrais, c'est que je trouve que c'est assez réducteur sur les 3 animaux, parce qu'on voit donc le chat forcément est perfide, le chien forcément ne pense qu'à son maître et veut rentrer à la maison, et le lapin n'est un peu rien du tout parce qu'il est un peu bête forcément. Je trouve ça un peu réducteur, voilà, mais je suis un peu trop l'ami des animaux, donc je suis mitigée. Donc, comme on disait en tout début de cette rubrique, c'est disponible en français chez maintenant Urban Comics, et pour la version anglaise, vous la trouvez chez Vertigo. Qu'est-ce qu'on peut ajouter là-dessus? Si vous aimez ce duo, ils ont officié sur Batman et Robin, sur Flex Mentalo, dont on n'a toujours pas parlé, mais il me semble que Joe voulait faire un truc là-dessus. Et j'ai oublié, il y a un autre truc qu'ils ont fait ensemble, mais j'ai oublié. Bien, merci pour cette présentation. On va passer à la 3e partie de l'émission dans un tout petit instant. Troisième et ultime partie de cette 55e épisode de Comics Outcast, c'est Hors les Bulles. Hors les Bulles, c'est tout ce qui concerne les comics, mais qui n'en sont pas, pardon. En l'occurrence, cette semaine, on s'est infligé... Non, on a regardé un comics que Gaylor a bien voulu nous donner parce qu'on était un petit peu en déche aussi, il faut dire. On a pas mal galéré sur ce Hors les Bulles, genre c'est la période creuse de la fin de l'été et la rentrée, enfin toutes les séries ne sont pas encore commencées et on savait pas quoi faire. Et je suis sûr dans les commentaires on va dire que mais il y avait ça. Mais bon, là il y avait que ce dessin animé donc qui s'appelle Batman Unlimited Max vs Mutants. Voilà, c'est ça qui est sorti. Donc tais-toi, quand on voit le nom, quand on voit le nom, on sait déjà, pardon, excuse-moi pour ce hurlement, quand on voit le nom, on sait déjà ce qu'on va avoir et on sait déjà que... Et c'est un problème ? Un peu quand même, non ? Mais pourquoi ? Ok, excuse-toi. Excuse-toi présente. Alors, Batman Mecha versus Mutant, sans l'accent du Yorkshire. C'est le 3e long métrage de la catégorie Batman Unlimited. Batman Unlimited, c'est à la base une série de jouets qui est sortie en 2013 et inspiré de Batman, Nightwing, Red Robin, tout ça. Et ils ont fait des films d'animation à partir de 2015, ils en ont fait 2. Donc on les a pas chroniqués parce qu'à ce moment-là on savait pas qu'ils existaient tout simplement. Et donc je suis tombé sur le 3e là il y a quelques jours avant de vous le proposer, c'est sorti très récemment, genre quand vous écouterez cette émission au moment de sa sortie, c'est sorti il y a une semaine en version DVD et fin août en version digital. Ils sont très très rapides à la poste pour nous avoir envoyé le DVD si tôt. C'est ça, oui. Merci beaucoup. Merci la poste. Les fans du Patreon, non? Bref, c'est l'histoire de Batman qui est dans Gotham City, il est pépère, voilà, il bute des méchants et à côté de ça, non, il bute pas des méchants, non pas ce Batman-là. Les films d'essai m'ont complètement perturbé. Non, il capture des méchants tranquille. À côté de ça, tu as Mr. Freeze qui est sur son île et voilà, il est bien, mais il voudrait voir un petit peu plus grand. Il y a le pingouin qui lui donne des petits coups de coude, qui fait allez, vas-y, viens, on retourne à Gotham et puis on fait en sorte que Gotham, ça devient un gigantesque
je sais pas, truc de glace, là, tu mets de la glace partout et tu peux enlever ton masque et tu peux te balader, quoi, tranquille. En gros, c'est ça à peu près. En gros, c'est le problème d'un enfant bulle qui voudrait vivre comme tous les autres enfants et du coup, il veut construire un monde à son image, sans germes. C'est ça. Bon, voilà. Mr. Freeze, l'enfant bulle glacé. L'enfant glacé bulle. Bon, non, on a déjà un titre. Et j'ai oublié de préciser au début que c'est un dessin animé DC Kids, très important parce que ça explique pas mal de choses. Ouais. Ça explique un peu comment dire, ça explique à la fin du film, enfin tout cet empilement de mechas et de mutants, enfin voilà, qui n'a pas vraiment de sens, mais pour un gamin de 7 ans, c'est juste magnifique, quoi. Tu prends des jouets et tu les tapes entre eux, et c'est trop cool, quoi. Et preuve en est qu'on peut faire n'importe quoi avec Batman. En l'occurrence, foutre Batman dans son propre mecha, en fait, à son effigie. Ouais. Je vois le regard, je vois l'œil pétillant d'Adrien. Et on peut le mettre dans son mecha. On peut mettre Green Arrow aussi dans son mecha parce qu'ils sont tous les deux millionnaires et puis ils s'en battent un peu les couilles tous les deux. Ils font ce qu'ils veulent. Et donc je reviens. C'est des problèmes qu'on connaît pas nous ici. Hein. Non, bien Trop sûr. d'argent. Je reviens un petit peu en arrière. Mr. Freeze, pour arriver à conquérir Gotham City et en faire son nouveau QG de glace, décide de capturer, de retourner à l'asile d'Arkham et de capturer les ennemis de Batman les plus mutants, freaks, tout ça, avec des gènes et des génomes instables. Donc il capture Clayface, l'homme d'argile, je crois que c'est en français, Killer Croc. Il y en a un que je ne connaissais pas, Kimo. C'est une espèce de grosse boule radioactive qui crache de l'acide dégueulasse. Ouais, c'est un gros flubber avec des lunettes. C'est ça, ouais. Et il y en a un quatrième, il me semble, non, Bane. Oui, c'est Bane, oui, tout simplement. Et le but du jeu pour Mr. Freeze, c'est d'aspirer chacun de leur génome, de faire une petite potion magique et de l'injecter il injecte dans qui ? Dans Killer Croc, parce qu'apparemment lui il est très instable mais il est très résistant, donc on peut lui injecter ça, il peut devenir un moment un méchant de Power Rangers et prendre un kaiju c'est ça, et faire 40 mètres de haut et genre normal ça passe, et donc c'est ce qu'ils font. Et du coup, pour lutter contre ça, Batman décide de sortir son mecha. En gros, c'est 1h30 de setup. Il y a 40 minutes de mise en place de ce truc très très compliqué, bizarroïde. Mais après, les 40 autres minutes, c'est genre des combats, mais c'est n'importe quoi. Faut savoir que le mecha Batman a son propre batarang. Et donc, à l'image du mecha, c'est un avion de chasse qu'il a sur la main et qu'il envoie comme ça dans la gueule de Killer Croc. Enfin, c'est un peu Power Rangers dans le sens où il y a une ville, il y a des habitants, mais on s'en fout, quoi. On s'en fout sur la gueule. Avant de donner la parole aux deux autres chroniqueurs, on parlait de rip-off dans tous les sens. Ouais. Mais moi, j'ai vu, pour moi, c'est Pacific Rim. Hein. Parce que dans la musique, déjà, dans la première scène, on entend un thème qui est à 2-3 notes près, exactement celui qu'on entend dans toutes les grosses scènes de Pacific Rim. Donc, ok, le thème était cool parce que bon, c'est Ramin Djawadi, mais là, pour le coup, c'est dégueulasse. Non seulement tu fais un truc nul, mais en plus, tu voles la musique des autres. Alors, moi, je préfère regarder 1000 fois ce que j'ai vu Batman Unlimited que revoir une seule minute de Killing Joke. Hein, d'accord, ok. Ouais. Parce que j'étais pas là au moment de Killing Joke, mais voilà, je rejoins à peu près l'avis de mes comparses. Eva, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que t'as pensé? Alors déjà, est-ce que t'as, première question qui a pas grand-chose à voir, mais est-ce que t'as déjà vu beaucoup d'animations d'ici, des trucs vraiment spéciaux qui ne sont pas sortis au cinéma ou qui sont pas des adaptations de directs ou DVD? Voilà. Non, j'en ai vu très très peu. Je n'ai pas pris de notes pour celui-ci parce que je n'avais pas de mots pour le définir. C'est beau. Alors moi c'est pas Pacific Rim, c'est Evangelion. Et j'ai plein de moments Evangelion ça qui, en fait, alors ça aurait pu être génial. Il y a plein de moments où je me suis dit putain ça aurait pu être génial vraiment. J'en suis pas arrivée là. mais non, en fait non, c'est pas assez second degré en fait, je trouve. Ça pourrait être top parce qu'il y a des éléments de tout et de n'importe quoi mélangés et c'est presque un film japonais plutôt que un film d'essai et ça pourrait être vraiment vraiment fou, mais ils vont pas assez loin en fait. Et voilà, et ça je trouve ça dommage. Après je l'ai regardé quand même jusqu'au bout, j'ai pas été tentée d'arrêter avant la fin. Alors ça c'est une accusation directe parce que moi j'en ai eu marre. Quand les combats ont commencé je me suis dit alors c'est bon, 1 heure, c'est bon, ça m'a cassé. Et t'as aimé Wacky Raceland, mais c'est bien d'avoir plusieurs avis. Je te frappe. Mais c'est bien d'avoir plusieurs avis différents dans cette émission.
Et tu parlais du Japon, rien que dans le générique en fait. Enfin, c'est vrai que tu te dis que effectivement ça aurait pu être quelque chose de grandiose. Dans les premières scènes en fait, on voit DC Comics présente, et on voit, vous savez, ces traits de couleur blanc et enfin qui vont que dans un sens, qu'on voit beaucoup, enfin qui est très symptocratique des choses japonaises, c'est pas du tout le mot que je voulais, mais enfin qui symptomatique, qui identifie bien les animés. On se dit ok, ils sont partis vraiment sur une autre route et ça peut être rigolo, ça peut être cool, mais en fait ils restent sur leurs acquis et ça reste un truc de publication américaine qu'on a l'habitude de, enfin d'animation américaine qu'on a l'habitude de voir et c'est dommage que seulement pendant 5 minutes vous allez m'entendre parler correctement dans le micro, mais c'est pas grave. Grégo, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Est-ce que t'as un enfant, non? J'ai 2 enfants. T'en as plusieurs? Est-ce que t'en as qui sont en âge de regarder ce genre de choses? Ah, t'as tenté de regarder ça avec eux? Alors, j'aurais bien aimé, mais malheureusement, comment expliquer ça sans paraître pour un vilain pirate? Je n'ai qu'une version anglaise, en fait. Ah, d'accord. J'ai pas forcément cherché la française, mais je ferais peut-être l'essai parce que je pense qu'il serait carrément client. Il a 5 ans et demi pour enfants. D'accord, je pense que c'est public. Boum, 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 Batman, c'est bon. Ouais, voilà, moi ça m'a. Enfin, moi je suis pas du tout fan de Batman à la base. Hein. Enfin, les héros sans pouvoir, ça. Bref. Oh. Mais ça m'a fait un petit peu marrer. C'était voilà, oui, très voilà. second degré. Ce serait clairement ce qu'un gamin peut faire. Ah, je mets Batman dans un méca, il va taper un mutant géant, quoi. Et voilà, c'était marrant. Alors, je me suis quand même un peu endormi au milieu parce que je me suis réveillé à un moment, il y avait Batman dans son méca et comment il s'appelle, Green Arrow dans son méca aussi. Je me suis dit merde, à quel moment Green Arrow a un méca aussi? Donc je me suis repassé la scène qui justifiait ça. Et en fait, t'as juste Batman avec l'équivalent de Lucius Fox. Ouais, ils ont Langstrom. voilà, c'est Man-Bat qu'ils ont choisi, qu'ils ont mis à la place de Lucius Fox. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Bon bref, ce mec-là en blouse blanche qui dit bah tiens, il y a ton méca Batman, prends-le. Et après Green Arrow il fait un truc genre et puis moi, et bah oui tiens regarde, et hop il y a plein de lumière qui s'allument et il a déjà un méca aussi. Et ça tu dis mais comment ils ont pu ne pas le voir en rentrant dans le putain de regard? Mais bon, c'est pas grave. Surtout quand tu réfléchis au nombre de gens impliqués dans un tel projet de construction de méca comme ça, Non, ils étaient que 3. Hein. Bon. D'ailleurs, on va parler de. Enfin, je vais rapidement parler du fait que. Tu m'as même pas demandé ce que j'en pensais. Non, pas encore. C'est atroce d'avoir une ville comme Gotham City dans laquelle il n'y a personne. On est d'accord que le danger est imminent. On a un kaiju qui balance de l'eau et qui arrive à le transformer en glace. Ne me demandez pas pourquoi. Et qui frise tout. Ah oui, mais il n'y vrai. a aucune victime. Ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Mais bon, c'est pour les enfants. Voilà, c'est clairement ça parce que le méchant qui arrive et qui glace la ville. Enfin, jamais un vrai méchant ferait ça. Enfin, c'est débile. Kim Jong-un, là, jamais il va arriver et glacer New York. Quoi, Kim Jong-un À préciser que c'est pas un film pour Lucille ou pour ceux qui veulent voir des personnages féminins forts, parce qu'il n'y a juste absolument aucun personnage féminin. Il y a juste une grand-mère qui à un moment se fait sauver par Nightwing et la grand-mère pour le remercier lui tord un petit peu la joue genre ah good boy, et voilà c'est tout. Mais c'est vrai que c'est marrant que ça s'appelle Batman Unlimited. On voit les gens de la Bat Family. Ils ont aucune limite là, ça se voit. Ouais. On voit également Flash et Green Arrow. Ouais. De même que. Bah non, c'est tout. Excusez-moi. Non, mais ouais, Bat Family. En fait, mais voilà, ils auraient pu faire intervenir Wonder Woman ou d'autres personnages, mais non, aucune femme. J'ai fait des petites recherches. Apparemment, ils ont. Dans cette gamme de jouets série animée, tout ça, ils ont Batgirl aussi, et ils ont la Batgirl vraiment fringuée comme la nouvelle Batgirl qu'on a chroniquée. Un là, peu Jones, ouais, avec sa veste un peu violette, cuir, tout ça. Ouais. Mais voilà, là non, on la met pas. Voilà, je sais pas pourquoi. Moi j'ai trouvé ça marrant. De là à le conseiller de passer 1h10 devant, je sais pas, en faisant autre chose peut-être. Faut avoir autre chose à faire, c'est voilà. ça. Je crois que personne n'a parlé de l'animation par contre. Ah, c'est ouais, peut-être un signe. Aïe. Voilà. Ouais, c'est très succinct. Non mais ça, franchement, moi j'ai vu ça, je me suis dit ok, il y a de l'espoir un peu pour les dessins animés d'essai qui sont ultra. Moi je les trouve chiants et qui se prennent beaucoup trop au sérieux. Celui-là aussi, il a ce côté un peu premier degré où on essaye d'expliquer scientifiquement ce qui se passe, alors que non, les mecs, mettez un mecha et un mutant direct et allez-y quoi. Et à la limite, en fait, c'est ce que fait aller sur le compte YouTube de DC Kids. Et vous verrez que entre l'épisode 2 et 3, enfin juste avant le film en fait, pendant tout le mois d'août, ils ont mis des petits cours de 2 minutes pendant lesquels justement en fait ça commence direct. Il y a le mutant qui est déjà là en train de casser une banque, casser un truc, machin, en train de poursuivre Batman Batman qui est en Batmobile ou un truc comme ça. Et après, un peu plus tard. C'est dans le sens d'habitude, non? Ouais, bah là, vu que le truc fait 30 mètres de haut, voilà, l'autre il est en pauvre Batmobile, il se casse quoi. Et enfin voilà, c'est des combats de mutants méca qui durent 2 minutes.
et en gros qui présageait de ce qu'allait être le film. Et en gros, je sais pas, les mecs chez DC se sont dit bon, bah, on a qu'à mettre un scénario autour de ça et faire un film d'1h10. 1h10, mais à la base, 1h08 en plus. Voilà, c'est ça. Mais à la base, c'est des petits cours de 2 minutes et qui ont la particularité en plus, je trouve ça assez malin. Ils ont aucun dialogue. Enfin, les Batman, Robin peuvent se parler, ça leur arrive, mais tout est dans les regards et dans les, dans les regards et dans les enchaînements de plans. Bon, après, c'est pas très bien animé, c'est un peu grossi au niveau. Pareil, voilà, c'est mutant, méca. Enfin voilà, ça dure 2 minutes, mais c'est assez marrant, quoi. Et c'est vraiment le côté empilement de jouets qui était assez marrant, quoi. À regarder avec des substances. Ou avec des enfants. J'allais dire un truc avec vos enfants. J'allais dire un truc horrible qui restera dans la tête. T'avais mélangé enfant et substance, je suis sûr. Oui. Voilà. C'est totalement illégal. Ignoble monstre. Les deux sont illégales, logo. C'est la fin de cette émission. Merci à nos 3 chroniqueurs pour ces revues. Merci à Gaylor. Merci Eric. Merci à Grégo. Merci Eric. Et merci à Eva pour cette première intervention. Merci. Merci à Adrien pour cette réalisation sur le pouce, avec les travers que j'ai pu lui causer en arrivant 1 heure en retard, et les micros dont je ne sais toujours pas me servir correctement. Mais voilà, merci de votre patience. Comme d'habitude, on vous remercie, vous aussi auditeurs, d'être aussi fidèles et surtout plus nombreux chaque épisode. On dit pas, mais vous êtes beaucoup. Et ça nous fait beaucoup plaisir. Beaucoup plaisir ? Non, ça nous fait plaisir. 2 adverbes ensemble, ça ne marche pas trop. Ouais. Ça nous fait vraiment plaisir. Vraiment. Ça nous fait beaucoup plaisir. Alors, je sais plus. On s'en fout. Nous, on va se donner rendez-vous dans 2 semaines, le 3 octobre, pour des revues, des focus toujours aussi sympathiques. En l'occurrence, j'ai même une partie de programme pour vous. Ou est-ce que je donne pas ? Je sais plus. Un petit bout. Bon, il y a des allitérations en H, c'est tout ce que je peux dire. Et on peut dire qu'il y a Iman. Voilà. Musclor. Comme d'habitude, j'arrête pas de le dire, mais on est présent sur les réseaux sociaux. On vous balance des news et des blagues sur Twitter. On vous demande votre avis sur Facebook. Et on vous montre l'envers du décor, du somptueux décor du studio. Voilà. J'ai fait sur Instagram. Sur Instagram. Merci. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes pour recevoir le dernier épisode dès sa prochaine publication. À bientôt à tous. Bisous. Bisous. Sous. Bisous. À bientôt. Salut. Ciao. Salut. Ciao. Bye. Bye. Tu raccroches. 1, 2, 3.